Bonjour à tous et à toutes. Donc nous avons le plaisir ce soir d'accueillir le professeur Thomas Coutreau. La réunion est assurée, la coordination est assurée par Solène de Bonis, qui est coordinatrice du projet Positif Futur et qui vous a accueilli. Je suis moi-même Jean-Éric Aubert, qui est président de la Fondation 2100, qui co-organise ce concours avec l'Institut d'études avancées de Paris et le soutien de l'ANACT et de l'INRS. Nous avons comme thème, avec le professeur Thomas Coutreau, le sujet du management alternatif, qui est quelque chose de très important en fait par rapport à l'évolution du condition de l'emploi et du travail depuis plus d'un siècle. Parce que la question initiale du taylorisme s'est perpétuée au fil des décennies. Elle a pris des formes nouvelles avec l'automation. Aujourd'hui, on voit apparaître encore avec l'intelligence artificielle de nouvelles formes de terrorisme qui ne sont pas les mêmes que ceux que nous avons connus dans le passé, mais qui en moins posent des problèmes sur l'alignation dans lesquelles les gens peuvent se retrouver dans le travail. Et derrière tout cela, cette question, cette possibilité de management alternatif est précisément une manière de se sortir de cet encastrement dans lequel les hommes se trouvent du fait de l'organisation du travail et de toutes les formes de mécanisation, d'automatisation, de simplification, de division du travail et qui fait perdre le sens. Et le professeur Thomas Coutreau, d'ailleurs, a publié récemment un ouvrage sur le sens du travail et comment le retrouver, et qui fera d'ailleurs l'objet d'un autre séminaire, d'un autre webinaire un peu plus tard. Je vais passer la parole à Thomas Coutreau, qui va faire une présentation et qui nous en dira un peu plus aussi sur sa carrière qui a été particulièrement riche et avec une vision, je dirais, à la fois exigeante et vigoureuse sur les conditions de travail. Thomas, la parole est à vous. Nous partons pour une vingtaine de minutes Oui, d'exposé et après il y aura des échanges, questions-réponses. merci Jean-Éric de cette présentation et merci Solène de l'organisation. Donc voilà, je suis économiste et statisticien, spécialiste des questions du travail de la santé et de la démocratie. J'essaie de lier ces 3 sujets et là j'ai travaillé pendant 30 ans à la DARES, au ministère du Travail, au service des études et des recherches et j'ai pris ma retraite l'année dernière et maintenant je suis, chercheur associé à l'IRES, un institut de recherche économique et sociale qui est, un institut de recherche au service des organisations syndicales. Alors ce dont je vais parler ce soir, c'est, ce que j'ai appelé le management alternatif ou ce qu'on pourrait aussi appeler le management humaniste. Et donc je vais vous partager, ma présentation, hein, qui va durer à peu près un quart d'heure pour ensuite, pouvoir, discuter tranquillement. Alors, est-ce que ça fonctionne là? Vous voyez la Très bien, oui. les diapos? D'accord. Voilà, donc le management alternatif, principe, exemple, limite. Heu, alors j'essaie de passer la diapo. Voilà. Je vous conseille d'ailleurs, alors ça c'est, un petit conseil de lecture pour, approfondir, ce que je vais vous présenter ce soir, c'est, cet ouvrage publié par la Fabrique de l'Industrie, par Suzy Canivin, qui est une chercheuse en gestion qui a fait vraiment un très bon travail de synthèse et de recherche sur ce sujet et vraiment ce bouquin est une somme, que je recommande à tout le monde. J'ai eu la chance de pouvoir le préfacer. Heu, alors, on part évidemment de l'opposé, du management alternatif, c'est le management conventionnel, le management standard, le management dominant qui est inspiré des fondements, des principes du taylorisme. Le taylorisme, ça a été inventé dans les années
1900-1910 par Taylor, Frédéric Taylor, un ingénieur américain, son principe d'organisation repose sur une division stricte euh, entre conception et exécution des tâches, avec des tâches qui sont définies de façon rigide et parcellisées. On cherche à réduire, à simplifier au maximum le travail, en fixant des temps alloués aux opérateurs et en les motivant par des primes de productivité, des primes de rendement ou le bâton du licenciement. Alors pour aller très très vite, hein, ce mode d'organisation qui aujourd'hui est adapté aux technologies nouvelles, à l'Internet, à la numérisation de l'économie, mais reste aujourd'hui les principes dominants, ça reste aujourd'hui les principes dominants du management des organisations et ça entérine ce qu'on pourrait appeler la domination du travail mort, c'est-à-dire de tout ce qui est les règles, les normes, les procédures fixées à l'avance sur le travail vivant. Le travail vivant, c'est euh, ce que le travail comporte de créativité, d'inventivité, d'innovation, aussi d'adaptation aux événements qui ne cessent de surgir et qui sont toujours imprévisibles dans l'activité de travail. Le problème du taylorisme, c'est qu'il a toujours rencontré des difficultés récurrentes. D'abord, les résistances des salariés qui souvent n'appréciaient pas d'être réduits à des rouages dans une mécanique anonyme. Les conséquences en termes de santé par développement d'un absentéisme, de pathologies, notamment de pathologies psychiques ou de pathologies liées au travail répétitif. Le fait aussi que du point de vue économique, du point de vue de la performance, le taylorisme empêche d'être réactif, limite les capacités d'innovation des salariés et bon, repose globalement sur une négation du rôle central du travail vivant dans le développement des individus et des organisations. C'est pourquoi quasiment depuis les années 40-50, c'est-à-dire au moment où le taylorisme s'est vraiment affirmé comme un mode d'organisation dit scientifique du travail en Occident, pour aller vite, eh bien, a commencé à apparaître toute une série d'écoles alternatives, ce qu'on pourrait appeler donc le management alternatif, et qui se sont succédés. On a eu des vagues, des écoles successives reposant, recherchant une alternative à ces principes tayloriens, visant, et le point commun de ces modes de management alternatifs, c'est finalement de chercher à mobiliser l'intelligence et la créativité des salariés au lieu de présupposer que toute l'intelligence est concentrée du côté des concepteurs, du côté des ingénieurs. Alors, je ne vais pas énumérer la liste des écoles de management alternatif qui sont succédées depuis 60 ans maintenant. Vous voyez qu'elles sont nombreuses. Je vais juste en présenter quelques-unes un peu plus en détail tout à l'heure, enfin à l'instant. Je parle de rocher de Sisyphe parce qu'en fait, malgré le développement dynamique hein, et créatif de ces écoles de management alternatif, elles ne se sont jamais véritablement imposées comme dominantes dans l'organisation du travail et des entreprises. Alors si je prends le dernier avatar, si on peut dire, du management alternatif, c'est l'entreprise libérée, donc dont les auteurs phares sont Isaac Getz et Brian Carney, j'ai mis en bas la référence. Euh, ces concepteurs de l'entreprise libérée expliquent qu'il s'agit de passer du comment, c'est-à-dire de la définition de comment on travaille, quelles sont les procédures à mettre en œuvre, au pourquoi, c'est-à-dire mobiliser les salariés sur les objectifs généraux qui sont recherchés et leur laisser les manettes pour définir les modes d'organisation qui sont les plus efficaces pour atteindre ces objectifs. Et donc, là, j'ai repris 4 principes proposés par Verrier et Bourgeois dans un manuel de management alternatif qui s'appelle Faut-il libérer l'entreprise, paru en 2016. Vous voyez, je ne vais pas les énumérer, mais c'est vraiment l'idée de laisser le maximum d'initiatives aux équipes pour réinventer l'organisation de leur travail en fonction de leur connaissance du travail réel des clients, des usagers, avec ce présupposé que les salariés, les opérateurs sont les meilleurs connaisseurs de leur travail. Alors, je vais tout de suite vous donner un exemple hein, qui est très connu dans les milieux de management alternatif, qui est l'entreprise, enfin l'association Buurtzorg. Buurtzorg, aux Pays-Bas, c'est une association qui organise des soins à domicile dans tout le pays.
qui a commencé il y a une quinzaine d'années avec une vingtaine d'infirmières qui se sont regroupées pour commencer à travailler en équipe, travailler en équipe autonome. Et aujourd'hui, Buurtzorg compte plus de 12 000 infirmières, hein, donc, et c'est près de la moitié des infirmières à domicile aux Pays-Bas, donc c'est devenu une gigantesque organisation, mais qui a conservé son mode d'organisation tout à fait original, euh, qui est ce qu'on appelle, pour appeler une coopérative collaborative. Vous voyez le petit schéma que Buurtzorg propose pour expliquer son organisation. Vous avez au cœur de l'organisation ce qu'ils appellent le client autogéré, le client qui se gère lui-même. Alors le client, c'est-à-dire en fait la personne dépendante, ou le patient ou la patiente chez qui les infirmières vont se rendre, et qui est le cœur de l'organisation. Autour, les équipes Buurtzorg, donc c'est le troisième point sur cette image, le Buurtzorg Team, les équipes Buurtzorg, les équipes d'infirmières, c'est une douzaine d'infirmières organisées au niveau d'un quartier ou d'un village ou d'une petite, une petite ville. Cette douzaine d'infirmières, elles vont déployer, développer ce qu'ils appellent les réseaux informels de solidarité autour de la personne dépendante, en allant solliciter les voisins, les commerçants, les proches de la personne dépendante, et en retissant du lien autour de cette personne et de ses besoins. Ce qui va faire que l'équipe Buurtzorg va pouvoir se concentrer sur les tâches les plus essentielles pour la personne, et développer un milieu de soutien, de soins véritablement euh, convivial, et qui va permettre de soutenir la personne et les performances en termes de santé. L'indicateur utilisé dans l'évaluation des performances, dans ce cas, c'est le taux de réhospitalisation des personnes qui quittent l'hôpital. Eh bien, cet indicateur a considérablement été amélioré par ce mode d'organisation en équipe autonome. Un autre exemple, c'est l'usine Favi, donc c'est une usine de sous-traitance automobile dans le nord de la France. Vous voyez le site sur cette image à gauche, et une des équipes autonomes présentées sur la photo de droite. Le principe d'organisation de cette usine, c'est que des équipes autonomes sont responsables chacune d'un client. Là, vous avez, ça c'est l'équipe PSA, l'équipe, alors c'était avant Stellantis. Donc c'est une équipe qui est responsable de fabriquer les pièces demandées et commandées par PSA, et l'équipe gère toute la chaîne, y compris la relation client, les approvisionnements, les investissements en machines, et y compris jusqu'aux embauches et aux licenciements quand il y a des problèmes. Et donc c'est ces équipes autonomes organisées en fonction de chaque client, qui vont mener la production et la commercialisation. Alors, il y a des théoriciens qui ont essayé de formaliser ces modes d'organisation alternatifs, notamment Brian Robertson avec son modèle de l'holacratie. Et sur l'image de gauche, là, vous voyez la description de la structure d'une entreprise organisée comme l'holacratie, ou comme je viens de vous présenter Buurtzorg ou Favi. Ce sont des cercles emboîtés. Donc chaque équipe constitue un sous-cercle, et l'entreprise ou la coopérative, dans le cas de Buurtzorg, ça constitue le super cercle qui contient l'ensemble des sous-cercles. Et l'organisation est conçue, alors à la différence de la pyramide hiérarchique traditionnelle, qui est figure à droite, l'organisation est conçue pour fonctionner, laisser le maximum d'autonomie au sous-cercle, de façon à ce que chacun puisse déployer son activité, tout en assurant une coordination d'ensemble par des mécanismes de contrôle et de restitution, de restitution de comptes tout à fait élaborés. Alors, je vais juste détailler un tout petit peu en quelques secondes les principes de gouvernance de l'acratie, hein, qui formalisent un peu ces modes de fonctionnement alternatifs. L'idée fondamentale, c'est que ce sont les salariés qui sont au contact de l'environnement, et qui sont donc les meilleurs capteurs et catalyseurs de tout ce qui se produit du côté des clients, du côté des fournisseurs, du côté des technologies, du côté de la société, de l'environnement d'entreprise. Euh, et ces capteurs sont au service de la raison d'être de l'organisation, donc qui doit être définie collectivement dans l'organisation.
Et les cercles, donc les sous-cercles, hein, sont des unités fonctionnelles qui sont articulées par une boucle de contrôle réciproque. Alors c'est ça peut-être le point le plus intéressant et innovateur dans ce type d'organisation. C'est que le cercle de niveau supérieur, par exemple l'entreprise, le conseil d'administration, va désigner le leader de chacun des cercles de niveau inférieur. Donc il y a d'une certaine forme, il y a une hiérarchie, il y a des leaders qui sont institués dans les différents cercles. Mais en revanche, c'est pour ça que je parle de contrôle réciproque, chaque cercle de niveau inférieur élit un représentant qui va siéger dans le cercle de niveau supérieur et y exercer un droit de veto. C'est-à-dire que les décisions prises au niveau supérieur ne peuvent pas aller contre la volonté collectivement exprimée et réfléchie des cercles de niveau inférieur. Donc là, on a vraiment un système de distribution du pouvoir qui garantit que lorsque les décisions sont prises, eh bien, elles respectent un certain consentement de l'ensemble des cercles et de l'ensemble des structures de l'entreprise. Euh, Au niveau concret, au niveau des équipes, l'organisation du travail repose sur la subsidiarité, hein, c'est-à-dire que chaque salarié prend en charge des rôles pour lesquels il ou elle prend librement les décisions jugées nécessaires. À charge pour les personnes dans les équipes d'identifier les problèmes, les tensions qui peuvent porter atteinte au fonctionnement de l'équipe, d'y remédier en définissant des actions, et puis toute une technologie de réunion et de coordination est mise en œuvre avec une méthodologie assez rigoureuse pour assurer la coordination de l'ensemble et la bonne marche globale de l'entreprise, la cohérence du fonctionnement de ces équipes. Euh, alors, tout ça paraît évidemment très séduisant sur le papier, et il y a des réussites économiques assez significatives quand on regarde les exemples de mise en œuvre de ces principes. Malgré tout, il y a quand même des questions récurrentes qui ne sont pas traitées dans les modèles idéaux et qui nécessitent des adaptations, des innovations, et souvent d'ailleurs des phases de tâtonnement, des échecs d'ailleurs qu'on rencontre parfois. Voilà, différentes questions sur lesquelles, qui se posent de façon récurrente dans les expériences qu'on a pu étudier de ce type d'entreprise. C'est d'abord une incertitude sur le champ pour les décisions des équipes, qui est très variable d'une expérience à l'autre, hein. J'ai cité le cas de Favi où vraiment, le champ, des équipes était extrêmement large. Il y a d'autres expériences où le champ est beaucoup plus limité, va se limiter principalement à l'organisation quotidienne du travail. Il y a aussi un risque d'intensification du travail, du fait, bah, que ces organisations sont plus exigeantes. Elles étendent les responsabilités des salariés de base, mais donc elles présentent un risque important d'intensification du travail dans la mesure où les équipes, les opérateurs de base vont être amenés à faire des tâches qui jusqu'alors étaient du ressort, des managers. Ce qui pose d'ailleurs un problème pour les managers. Ils ne sont pas éliminés de l'organisation, mais on leur demande de se transformer en coach, en conseiller, au service des équipes, ce qui est certes euh, tout à fait logique sur le papier, mais qui se heurte souvent psychologiquement à la résistance des managers qui ne concevaient pas leur rôle de cette façon. On a aussi des débats possibles sur le partage des gains d'efficacité. Il y a souvent des gains d'efficacité, de productivité au rendez-vous de ce type d'organisation, mais comment les partager, comment répartir notamment la valeur, ça c'est pas résolu du tout par ce mode d'organisation. Il y a des conflits qui sont possibles. Et puis on a souvent une interrogation sur dans quelle mesure les opérateurs de base ont vraiment participé aux décisions stratégiques, notamment à la fixation de la mission de l'entreprise. C'est pas très clair. Et d'ailleurs souvent c'est plutôt laissé dans les mains de ce que certains appellent le leader libérateur, ce qui est peut-être un oxymore. Euh, je terminerai en disant que les expériences qu'on a pu suivre, hein, il y a eu un certain nombre de travaux maintenant, depuis une dizaine d'années menés, de travaux monographiques étudiant des cas d'entreprises qui ont adopté ce type de fonctionnement, manifestent une certaine fragilité, avec des succès parfois retentissants, mais pas toujours durables. Alors, il y a d'abord cette question que j'ai déjà évoquée du partage de la valeur, hein. Dans beaucoup de cas,
le principe de la valeur pour l'actionnaire reste inchangé, ce qui peut amener une contradiction avec les principes démocratiques mis en œuvre dans l'organisation quotidienne du travail. On a cette aporie, ce paradoxe hein, du leader libérateur, qui est un peu une contradiction dans les termes, et qui amène à ce phénomène qu'on observe dans pas mal d'expériences, qui lorsque ce leader libérateur, pour une raison ou pour une autre, cède la place, part à la retraite, décide de changer d'air ou est licencié par les actionnaires, ce qui est arrivé dans un certain nombre de cas, eh bien, les retours en arrière peuvent être parfois assez brutaux, notamment chez Favi, par exemple, que j'ai évoqué tout à l'heure, ou bien dans un certain nombre d'autres expériences qui ont été assez popularisées à un moment donné et puis qui n'ont pas duré aussi longtemps que leur promoteur l'aurait souhaité. Je cite Marvin Weisbord, qui est un consultant en management alternatif qui a fait toute sa carrière aux États-Unis depuis les années 60 en conseillant des dizaines d'entreprises et de grands groupes américains et dont l'expérience l'amène à dire à la fin, au bout de 30 ans de carrière dans ce secteur, à dire que nos projets survivent rarement aux managers qui les ont introduits. Malgré le fait, et il est très convaincant là-dessus, malgré le fait que les gains de productivité, les gains d'efficacité sont très souvent, le plus souvent, au rendez-vous. Bon, alors comment expliquer ces difficultés? C'est ce que je conclurai en parlant peut-être de l'impossible lâcher prise, en tout cas des difficultés du lâcher prise, hein. Et je renvoie à deux auteurs là, très différents, Simone Weil, la grande philosophe du travail en particulier, qui disait que la méthode Taylor visait pas tant à rationaliser le travail qu'à contrôler les ouvriers. Et ce consultant, Whitesboard, dont la réflexion est assez profonde et qui dit que finalement, pour beaucoup de dirigeants, bah, l'objectif fondamental, the bottom line, l'objectif fondamental, c'est pas tant le profit que le contrôle, le pouvoir et le contrôle. Et donc, on voit souvent des situations où des dirigeants préfèrent rétablir un mode de fonctionnement hiérarchique, même si ça, même si c'est moins efficace, plutôt que de poursuivre dans ce qu'ils considèrent être une voie dangereuse pour le contrôle qu'ils exercent sur l'organisation. Voilà ce que je pouvais dire en Mer- introduction à la discussion. Merci beaucoup, Thomas. C'est extrêmement clair. C'est court, synthétique et très, très instructif. Ça pose un certain nombre de questions. J'ai, pour commencer le débat, une question quantitative et une autre qualitative. Quantitative, c'est est-ce qu'on a une idée de l'importance qu'a peut prendre ces modes alternatifs, de management alternatif, par exemple dans un pays comme la France, est-ce que on a des statistiques sur le pourcentage d'entreprises qui l'ont introduit? Ça, c'est ma question qui est plutôt quantitative. Et l'autre, c'est sur la notion de travail vivant que vous avez introduit dans une des premières slides. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur cette idée du travail vivant par opposition au travail mort? Je trouvais que c'était une image très forte et qui mérite, à mon avis, qu'on passe un peu de temps dessus. Voilà mes deux questions. Oui, alors sur la première question, en fait, le développement de ce type d'organisation, enfin, avec des principes de management aussi radicalement différents de ceux du Taylorisme, est resté très marginal. En France, d'ailleurs, comme dans le monde, hein. Alors, on peut estimer à la louche qu'en France, il y a peut-être 200 ou 300, enfin, c'est les estimations d'Isaac Getz, hein, il y a peut-être 200 ou 300 entreprises qui ont adopté ce type de fonctionnement depuis une vingtaine d'années avec des hauts et des bas, mais c'est en général des petites ou moyennes entreprises euh, et ça n'a pas une dynamique de diffusion très importante, hein. Alors, autre chose, c'est beaucoup plus significatif, c'est ce qu'on appelle l'organisation apprenante, euh, qui sont
qui peut se retrouver dans des entreprises de plus grande taille, mais qui sont des modes d'organisation alors hiérarchiques, hein, qui ne remettent pas en cause la chaîne hiérarchique et la pyramide hiérarchique classique, mais qui vont beaucoup plus que le taylorisme traditionnel essayer de développer l'autonomie individuelle et collective des salariés. On a par exemple un exemple chez Michelin qui a développé dans les années 2000-2010 ce qu'on appelle chez Michelin l'organisation responsabilisante, donc essayant de réhabiliter les équipes autonomes. Mais tout ça à l'intérieur quand même d'un cadre extrêmement contraint, notamment par la mondialisation, la pression actionnariale. Le Michelin est coté en bourse, etc. Donc voilà, quantitativement, c'est pas les exemples d'entreprises ayant mis en œuvre des principes aussi radicalement différents du taylorisme sont assez peu nombreux et n'ont pas une tendance à se développer de façon significative, à cause voilà, du phénomène que j'évoquais tout à l'heure de crainte de perte de perte de pouvoir, hein, de la part des dirigeants. L'autre question, alors sur le travail vivant, là, bon, bah là c'est un concept qui remonte à Marx, euh, qui a été adopté, je dirais, par Christophe Dejour. Donc c'est plutôt sur Dejour que je fonde cette réflexion, hein. C'est l'idée que ce qu'il y a de proprement humain dans le travail, ce qui fait que l'humain est irremplaçable dans le travail, hein, c'est euh, bah, le fait que l'humain est sans cesse amené à s'adapter à l'imprévu. La machine ne sait pas s'adapter à l'imprévu. Elle est programmée pour répondre à des scénarios déjà établis. La capacité, la spécificité de l'humain, c'est qu'il peut s'adapter à des situations imprévues, totalement nouvelles, en se fondant sur son expérience, sur son intelligence, sur sa sensibilité aussi, parce qu'il n'y a pas que l'abstraction rationnelle, il y a aussi la capacité à sentir les choses, qui est l'engagement du corps, l'engagement de la sensibilité psychique. Donc tout ça fait du travail une chose extrêmement complexe, imprédictible et d'une créativité, d'une puissance que n'a pas et n'aura jamais probablement la machine. Et donc c'est ce rôle du travail vivant qui est fondamental dans la performance au travail. Il est essentiel, mais en même temps, le travail vivant, c'est une source d'incertitude pour le management, puisque le salarié qui déploie son travail vivant, il pourrait aussi bien le déployer en contradiction ou en parallèle par rapport aux objectifs de l'entreprise. Vous voyez qu'il y a toujours un risque de perte de contrôle dans cette affaire. C'est pour ça que le management à la fois a besoin du travail vivant pour être efficace, mais aussi a peur du travail vivant et donc met en œuvre tous ces processus de contrôle et ce qu'on peut appeler le travail mort, c'est-à-dire ce qui permet de cadrer, donc de limiter les risques de dérive. Voilà, donc c'est un peu ce conflit permanent dans l'organisation du travail qui est intéressant et qui aussi sous-tend ces différentes écoles de management, les unes visant plutôt à miser sur le travail mort et l'autre plutôt à laisser le travail vivant se développer. Merci beaucoup. C'est des réponses très, très claires. Est-ce qu'il y a parmi tous ceux qui écoutent ce webinaire des personnes qui souhaitent poser des questions? Oui, euh, Oui, moi je veux bien, merci. allez-y. Bonjour, donc je m'appelle Émilie Legris, je suis consultante en accompagnement du changement, notamment dans des très grandes organisations, donc où effectivement il y a pas mal de travail mort qui est mis en place, malgré des beaux discours sur le travail vivant. Moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'était aujourd'hui, d'après vous, euh, qu'est-ce qui menace à la fois les organisations qui ont mis en place ce ou ces modes de management alternatifs, ou qui menacent ou qui freinent le développement de ces modes de management?
Bah, alors, ce qui les menace, je pense que j'ai été, j'ai été assez explicite là-dessus. Ce qui menace ce mode de management, c'est la crainte des dirigeants de lâcher prise, hein. C'est la crainte de la perte de pouvoir. Je pense que c'est ça le blocage essentiel. Parce que quand on regarde, enfin, quand on lit les expériences de managers qui ont mis en œuvre ces principes d'organisation, on est quand même toujours assez enchanté de voir à quel point à quel point c'est efficace, à quel point les salariés s'y retrouvent aussi, même s'il y a ces risques d'intensification, hein, qui sont importants, avec aussi, j'ai oublié de le préciser, parfois des risques d'exclusion des salariés qui ne se reconnaissent pas ou qui ne s'investissent pas suffisamment dans l'organisation, parce que c'est assez exigeant aussi en termes d'investissement, en termes d'engagement, mais enfin, en tout cas, c'est sûr que c'est des modes d'organisation qui ont tout pour eux d'une certaine façon, sur le plan théorique, sur le plan aussi conceptuel et sur le plan même affectif. Enfin, c'est plus enthousiasmant, quoi. Et donc, pourquoi ça ne se développe pas plus alors que ça marche bien? Voilà, je crois qu'il y a vraiment cette question structurelle, hein, du pouvoir qui est pour moi l'explication centrale. Euh, et donc aujourd'hui, on voit bien que dans les entreprises, qui- le travail est étouffé par les process, hein. Tout le monde le reconnaît, hein, je veux dire, y compris les managers, euh, y compris les PDG. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez des discours de grands dirigeants qui vous disent ah oui, mais nos équipes n'en peuvent plus. Et en même temps, il y a une incapacité très profonde à concevoir autrement le travail, hein. C'est quelque chose. Et parce que je pense qu'il y a toujours cette angoisse en arrière-plan mais si on lâche la prescription, si on relâche les process, on va plus rien contrôler. Merci. Il y a une question qui apparaît sur le chat qui est particulièrement pertinente par rapport à notre exercice, qui est imaginer le travail en 2050. Et la question posée par Élise Jarlan est la suivante. Si l'on évalue l'organisation du travail dans 30 ou 50 ans, vers quoi pourrait-on aller? Sera-t-on encore en mode hiérarchique ou dans des modes plus alternatifs? Alors, vous allez me dire question à 50 000 dollars, mais Non, mais là, si moi j'ai participé à des exercices de prospective du travail avec nos collègues de l'INRS. Bon, bah, c'est clair que si on prolonge les tendances actuelles, qui sont pas très épanouissantes, hein, puisque les tendances actuelles, c'est de mettre les technologies du numérique au service du contrôle des organisations, alors qu'on pourrait les mettre au service de la coopération et de la créativité, mais sont beaucoup plus mis au service du contrôle des équipes, hein. Donc, si on prolonge cette tendance-là, bah, voilà, on n'a pas un avenir très enthousiasmant. Heureusement, il y a quand même des modèles alternatifs qui existent, qui ont fait leurs preuves. Alors, je vois la question, est-ce que dans les coopératives, ça marche mieux? Bah, les coopératives ont longtemps fonctionné sur des modèles hiérarchiques assez traditionnels, même si les dirigeants sont élus par les coopérateurs, ça n'empêche que le fonctionnement quotidien de beaucoup de coopératives était resté assez hiérarchique, assez traditionnel, assez vertical. Mais on a de plus en plus de coopératives maintenant qui se posent cette question de repenser leur organisation du travail. Et là, je dirais le blocage, euh, la crainte de l'actionnaire de lâcher prise est sans doute un peu moins importante, puisque les actionnaires sont les salariés eux-mêmes. Et donc là, il y a peut-être un champ de développement pour des organisations plus démocratique qui est important. Voilà. Mais moi, si on me demande quelle est la tendance actuelle, je dirais elle est pas bonne, elle n'est pas dans ce sens-là. Mais on ne peut pas non plus écarter la possibilité qu'il y ait une prise de conscience collective, notamment bah, au niveau social, au niveau de l'opinion publique, au niveau des pouvoirs publics, y compris dans certaines sphères patronales, pour commencer à réfléchir à un changement de modèle. Mais voilà, pour l'instant, malheureusement, c'est pas la tendance dominante. bien, enfin, on va voir, hein, parce que il y aura beaucoup d'autres facteurs qui vont intervenir dans les 20, 30 années qui viennent, notamment le changement climatique et la pression,
qu'il va mettre sur les sociétés. Et ça peut avoir des effets, même si ça ne concerne pas immédiatement le travail, mais créer, je dirais, un état d'esprit général qui remet en cause les structures établies, et notamment celles qui concernent le travail. Donc la question est peut-être plus ouverte et probablement, même si les tendances générales sont celles que vous évoquez et qu'on peut être un peu pessimiste, il est possible que des événements créent des bifurcations vers finalement des modes beaucoup plus alternatifs que ceux auxquels on imaginerait. Je, Oui, y a-t-il- je suis tout à fait d'accord avec vous, hein. Je pense que l'intérêt de ces innovations, de ces expérimentations, c'est elles préparent le terrain pour un basculement qui aura lieu forcément à un moment ou à un autre, vu la situation dans laquelle sont nos sociétés et nos écosystèmes. Il va bien falloir qu'à un moment donné, on bascule vers autre chose. Et le grand intérêt de ces expériences, c'est qu'elles fournissent des modèles, des modes d'organisation qui ont fait leurs preuves, qui fonctionnent et qui sont disponibles. Voilà. Après, prédire quelle forme aura ce basculement et s'il se fera vers le meilleur ou vers le pire, malheureusement, je suis incapable, enfin, heureusement peut-être, je suis incapable de le faire. Oui, mais c'est important parce que précisément la prospective consiste à regarder des processus de basculement et de bifurcation. Et dans la mesure où il y a eu effectivement des innovations pionnières qui sont là, disponibles, au moment où ça bascule, à ce moment-là, ça se diffuse beaucoup plus largement et beaucoup plus vite. Y a-t-il d'autres questions? Il y juste, je me permets, il y a une question également de Marine dans le chat qui demande si Ah on oui. peut imaginer que le modèle des associations VS entreprises puisse prendre de l'ampleur dans les prochaines années. Bon, en fait, c'est un petit peu ce qu'on vient de discuter, c'est-à-dire, voilà, pour l'instant, ça n'est pas le cas, mais on ne peut pas l'écarter, notamment dans une période de basculement où tout d'un coup la société se rendrait compte qu'on va dans le mur avec ces modèles productivistes qui valorisent surtout le travail mort, et c'est les modèles mortifères, c'est le cas de le dire, et probablement, enfin possiblement, ces modes d'organisation pourraient devenir hégémoniques à une occasion de ce type. Bien. Y a-t-il d'autres questions? J'ai une question sur l'intelligence artificielle. Comment est-ce que euh, il y a une question qui est arrivée intéressante là, mais on y répondra après. Comment est-ce que vous voyez l'intelligence artificielle dans ce processus de taylorisation, mais qui semble se porter là, je dirais, sur l'intellect? Parce que jusqu'à présent, l'automatisation, la robotisation font toucher plus les activités, je dirais, physiques, alors que là, c'est toute la branche des services et de la production intellectuelle qui se trouve impactée par l'intelligence artificielle. Et quelle est la forme de taylorisation et au fond d'exercice du contrôle et du pouvoir sur les individus euh, qui va se déployer, si je puis dire, ou ne pas se déployer avec l'intelligence artificielle. Bah, là, je dirais que c'est très ouvert. En théorie, c'est très ouvert. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle peut aussi bien servir à accélérer le mouvement de dépossession du travail vivant auquel on assiste en ce moment. Par exemple, en réduisant les acteurs, les salariés au rôle d'adjoints ou d'auxiliaires de l'algorithme, hein, ce qu'on voit dans un certain nombre d'entreprises aujourd'hui, par exemple dans les banques en ligne, les opérateurs, les téléopérateurs euh, ou les conseillers en ligne sont euh, complètement pilotés par les algorithmes, hein, et donc ils ont extrêmement peu d'autonomie professionnelle, et à la différence des conseillers bancaires classiques qui connaissaient le métier et avaient une relation personnalisée avec leurs clients. Donc ça, c'est un des potentiels de l'intelligence artificielle, mais il y a d'autres potentiels, il y a d'autres possibilités. L'intelligence artificielle peut être un outil
extrêmement riche pour aider à la décision humaine. C'est bien le cas, par exemple, en médecine, hein, pour les diagnostics. On sait bien que l'intelligence artificielle va pouvoir apporter des informations et des analyses très précieuses pour les professionnels, euh, mais ne devrait jamais se substituer à l'intelligence humaine et au travail vivant, puisque, encore une fois, l'intelligence artificielle ne peut que répéter le passé. Elle ne peut pas faire face à des situations inconnues. Oui, très bien. Donc c'est quand même, je dirais, je dirais pas optimiste, mais ça laisse ouvert en fait la possibilité de ne pas être mangé par l'intelligence artificielle. Mais ça dépend le secteur où on se trouve et la nature du travail que l'on fait. C'est- Ça dépend surtout des choix d'organisation qui sont faits par les directions d'entreprise. ouais. Dans le même secteur, on peut avoir des choix d'organisation très très différents, et d'usage de l'intelligence artificielle très différents qui aboutissent à des résultats très différents sur le travail. Il y a une question de Annick Ney qui dit: Bonjour, je suis étonné que les projections du futur du travail soient toujours en mode salarié. Euh, salarié entre guillemets. Oui, bien sûr, il y a aujourd'hui une tendance au développement de l'auto-entrepreneuriat, avec toutes les conséquences en termes euh, certes, d'autonomie d'un côté, puisque les auto-entrepreneurs ne dépendent pas d'un patron, mais ils dépendent des clients, donc ce qui est parfois tout aussi compliqué. Et puis surtout, ils ont une protection sociale extrêmement, extrêmement réduite. Donc voilà, un futur désirable, selon moi, ça n'est pas un futur euh, de, de disparition du salariat, parce que le salariat est quand même une institution par laquelle les travailleuses et les travailleurs ont acquis un certain nombre de protections, assurance chômage, retraite, etc., qui restent aujourd'hui un socle pour la sécurité de vie. Après, les formes de salariat peuvent être extrêmement diverses et les modes d'organisation du salariat, comme j'ai essayé d'expliquer dans la présentation, peuvent être extrêmement divers, hein, et on peut avoir un salariat complètement subordonné, complètement aliéné, ou on peut avoir un salariat développant une large autonomie, un salariat autogéré, si vous voulez. Donc le salariat n'est pas en soi synonyme d'aliénation, et je pense qu'il est synonyme de protection. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut finalement sortir le salariat de la gangue, de la subordination dans laquelle il a été enfermé jusqu'à présent. D'autres questions? Moi, j'en ai une à ce moment-là qui pourrait peut-être la dernière. Qu'est-ce qui empêche d'avoir en France un dispositif comme Brutsorg, le système néerlandais des 12 000 infirmières qui quadrillent la nation? Et pourquoi ce genre de choses, au fond, c'est pas constitué, diffusé en France? Alors, on va me dire, il y a des facteurs socioculturels, bien sûr, mais bon. Oui, alors c'est une bonne question. C'est vrai qu'il y a pas d'autres pays, à ma connaissance, où ce type d'organisation a eu un tel succès. Donc il faudrait voir précisément aux Pays-Bas qu'est-ce qui a expliqué le succès de ce modèle. En France, on a un certain nombre d'associations qui ont commencé à expérimenter le modèle Buurtzorg depuis quelques années, depuis 4 ou 5 ans, hein, dans l'aide à domicile en particulier. Parce que, évidemment, dans l'aide à domicile, vous savez qu'il y a de grosses difficultés de recrutement, de fidélisation du personnel. Et donc, quelques associations se sont dit, on va quand même essayer de transformer l'organisation du travail pour que ce soit plus satisfaisant pour les professionnels et aussi pour les personnes dépendantes. Et donc voilà, on a le développement quand même assez net, hein, de modes d'organisation de ce type dans l'aide à domicile aujourd'hui. C'est pas encore majoritaire, bien sûr, mais ça commence à devenir significatif. Mais ça reste très peu soutenu par les pouvoirs publics. Alors là,
il y a aussi vu le rôle des politiques publiques en France, hein, qui est plus important qu'aux Pays-Bas dans les questions du travail et de l'emploi, il y a sans doute aussi un- une lacune du côté des pouvoirs publics pour mettre en visibilité et soutenir davantage ce genre d'initiative. Il y a des observations dans le chat qui sont intéressantes. À propos de la Hollande, c'est peut-être l'esprit protestant. Là, si je peux me permettre de répondre, la Hollande est un pays qui est très porté sur le consensus et la possibilité pour tout un chacun de prendre part aux décisions de manière égalitaire. Et, et- et donc, je pense que la possibilité précisément de s'impliquer pour chacun, quelle que soit la position dans laquelle il se trouve, y compris le client lui-même, et tous ceux qui sont en charge de regarder, de suivre le soin sur un territoire, facilitent probablement ce type d'organisation et d'agglomération de volonté et de compétences. Donc c'est quand même très, très marqué en Hollande, cette notion de consensus et d'implication de tous. Euh, bon, il y a une deuxième question alors là, qui est arrivée aussi, c'est un soulèvement des salariés n'est pas une hypothèse, ne serait-il pas une hypothèse dans le futur? Alors ça fait penser au soulèvement de la Terre, bien sûr, mais qu'on fait de la prospective, il faut se poser la question de ce genre de rupture. Comment vous voyez cela, Thomas? Alors, on a déjà des traces de ça hein, dans ce qu'on a appelé la grande démission, hein, c'est-à-dire on a effectivement dans les années voilà, post-Covid, là, on a assisté à une vague de démissions qui signifiait pas que les gens quittaient l'emploi ou quittaient le travail. Il n'y en a pas de baisse du taux d'emploi, mais les gens quittaient les emplois où ils ne se sentaient pas bien, où ils ne trouvaient pas de sens à leur travail pour aller vers essayer de trouver des emplois ou des employeurs mieux organisés de ce point de vue-là. Et donc ça, c'est d'une certaine façon, c'est un soulèvement, même s'il est à l'échelle individuelle, mais ça finit par constituer quand même un phénomène collectif, puisqu'on a eu, par exemple, en 2022, on a eu 2,5 millions de départs volontaires, ce qui n'est jamais, ce qui était sans précédent dans le fonctionnement du marché du travail en France. Donc ça, c'est déjà peut-être des signes de quelque chose de ce genre-là, mais après, oui, en cas de... Voilà, on est toujours dans cette prospective de la bifurcation, du basculement, dans lequel très certainement le rôle des salariés et des organisations syndicales, pourquoi pas, parce que de plus en plus les organisations syndicales s'intéressent à ces questions du travail, de son sens et de son organisation. Donc oui, on ne peut pas exclure qu'il y ait des mouvements sociaux qui s'organisent autour de ces thèmes-là dans les années et décennies à venir. Merci beaucoup. On est pratiquement à la fin de ce webinaire, puisque la règle, c'est de ne pas dépasser 45 minutes, mais enfin, on peut aller un peu plus loin. Moi, ce que je retiens par rapport à notre exercice de notre concours de prospective, c'est que, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été apportées aujourd'hui là, sur l'idée que d'abord, il y a eu cette espèce de mythe ce rocher de Sisyphe où on essaye d'améliorer les conditions dans lesquelles les gens travaillent pour le rendre ce travail plus vivant. Et c'est pas si évident. Et en même temps, il y a une tentative de basculement vers des organisations radicalement différentes, mais elles ont du mal à se diffuser. Donc on est peut-être dans une situation qui est grise, plutôt un gris sombre pour le moment. Mais rien n'empêche de penser que s'il y a des bifurcations, des soulèvements d'une certaine manière, à un horizon qui est difficile à définir, ces initiatives, ces innovations, en fait, pourraient se diffuser parce qu'elles constituent des modèles qui, quand même, ont fait la preuve de leur fonctionnement. Mais tout ça, au bout du compte, dépend de la capacité, finalement, des managers, des pouvoirs à lâcher prise, quelque part. Et donc, ça renvoie à des données humaines très fondamentales sur le besoin de contrôle et des choses comme ça. Voilà moi ce que je retiens. En tout cas, pour ceux qui voudront s'exercer et participer au concours sur ce travail en 2050 et en présenter des visions positives,
là, vous avez quand même des matériaux qui sont fort intéressants à partir du moment où on se dit qu'il y a ces innovations, qu'il y a des possibilités de bifurcation et donc quelque part un horizon qui s'éclaire. Voilà ce que moi je retiens de ce webinaire très riche. Je voudrais à nouveau remercier Thomas pour cette présentation et puis tous ceux qui ont participé, qui ont posé des questions fort pertinentes. Et merci aussi à Solène qui a pris en charge l'organisation de tout cela. Merci à tous. Merci Solène. Merci à vous, merci à Thomas, merci Jean-Éric. Je vous donne juste rendez-vous pour tous les participants qui nous suivent ce soir au prochain webinaire qu'on organise du coup la semaine prochaine, le jeudi à 18h30. Et nous serons en compagnie de Marine Alamel qui nous parlera de comment réenchanter notre rapport au travail grâce à l'émerveillement. Voilà, donc un vaste programme, je pense. Vous pouvez vous inscrire pour suivre ce webinaire sur le site internet Positif Futur. Voilà, Et vous merci. pourrez voir ce replay aussi très prochainement si vous voulez. Absolument. Voilà. Merci beaucoup. Bonne Merci à vous. soirée. Au revoir. Bonne À soirée. bientôt.